Sherlock Holmes et l'horloge qui faisait tic-tac à l'envers. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Le visiteur particulier. En ce matin de novembre 1894, un épais brouillard recouvrait Baker Street, tourbillonnant autour des réverbères tels des doigts fantomatiques et étouffant le claquement des sabots des chevaux sur les pavés en contrebas. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude, et j'ai trouvé mon compagnon Sherlock Holmes déjà installé dans son fauteuil préféré, enveloppé dans la fumée de sa pipe matinale, et absorbé par ce qui semblait être l'examen le plus singulier d'une banale montre de poche. « Ah, Watson, dit-il sans quitter la montre des yeux, vous arrivez précisément au moment où j'ai besoin de votre expertise médicale. Dites-moi, que pensez-vous des traces d'usure sur cette chaîne de montre ?» J'acceptai la chaîne qu'on me tendait et l'examinai à la loupe que Holmes me tendit. Les maillons présentaient des marques étranges, pas l'usure habituelle d'un usage quotidien, mais plutôt une série de minuscules rayures qui semblaient y former un motif presque délibéré. Très curieux, Holmes. Ces marques semblent intentionnelles, même si je n'arrive pas à en comprendre la raison. L'or est à peine terni malgré son âge considérable, à en juger par le travail du maître. Observation capitale. Examinez maintenant la montre, mais n'essayez en aucun cas de l'ouvrir. La montre était vraiment remarquable. Son cadran affichait des chiffres romains, mais leur disposition était la plus extraordinaire que j'aie jamais vue. Au lieu de la progression traditionnelle dans le sens des aiguilles d'une montre, de 1 à 12, il semblait tourner en sens inverse. Plus troublant encore, les aiguilles reculaient, mais avec la précision constante que l'on attend des meilleurs mécanismes suisses. Mon Dieu, Holmes, cette montre semble tourner à l'envers. Exactement, mon cher, et remarquez l'inscription au dos. Je retournai la montre et lus à voix haute l'élégant texte gravé « Tempus fugit retrorsum ». Le temps passe à reculons. En dessous, en lettres plus petites, pour E.M. Puissiez-vous retrouver ce qui a été perdu. C.H. Très intrigant. Où avez-vous acquis un appareil aussi particulier? Holmes se renversa dans son fauteuil, ses yeux gris brillants de cette lueur familière qui indiquait qu'un problème d'un intérêt exceptionnel avait capté son attention. Il m'a été apporté il y a moins d'1 heure par l'inspecteur Lestrade, accompagné d'une histoire des plus extraordinaires. Il semblerait que nous ayons entre les mains un mystère à huis clos, Watson, mais dont les caractéristiques auraient déconcerté même le grand Edgar Allan Poe. Avant que je puisse répondre, le bruit de pas précipités résonna sur nos 17 marches, suivi du léger coup frappé par Madame Hudson. « Viens !» cria Holmes. Notre logeuse entra, son visage habituellement calme trahissant une grande agitation. « Monsieur Holmes, une dame veut vous voir. Elle est dans un état critique, je le crains, et insiste sur le caractère urgent de l'affaire. Elle s'appelle Madame Eleanor Blackwood. Montrez-la tout de suite, Madame Hudson, et peut-être pourriez-vous apporter du thé. Je soupçonne notre visiteuse d'avoir eu une matinée difficile. » Quelques instants plus tard, une femme apparut sur le seuil de notre porte, et j'avoue que son apparition me fit sursauter. Elle avait peut-être 35 ans, avec de magnifiques cheveux châtains, hâtivement coiffés sous un chapeau de deuil noir. Ses vêtements, bien que de belle qualité, portaient les marques d'une hâte. Le plus remarquable étaient ses yeux, d'un vert particulier, qui semblait exprimer une tristesse profonde que j'avais rarement vue. « Monsieur Holmes, » commença-t-elle, la voix tremblante d'une émotion à peine contenue, « je suis venu faire appel à vos services pour une affaire de la plus haute gravité. Mon mari, le professeur Edmund Blackwood, a été retrouvé mort dans son bureau fermé à clé il y a 3 jours, dans des circonstances qui ont déconcerté la police et le coroner. Mais ce n'est pas le plus étrange dans cette terrible affaire. » Elle marqua une pause, inspirant avec frémissement avant de poursuivre. « Monsieur Holmes, mon mari a été découvert avec cette même montre serrée dans sa main, celle que vous tenez maintenant. Mais voici ce qui défie toute raison. Selon tous les témoins et toutes les horloges de la maison, Edmund est mort à 9 heures précises. Pourtant, cette maudite horloge, qui marchait à l'envers depuis le jour où il l'avait reçue, indiquait 9 heures du matin
au moment de sa mort. Holmes posa sa pipe avec un soin délibéré, son attitude se transformant en cet état d'intense concentration que je connaissais si bien. « Madame Blackwood, veuillez vous asseoir et nous raconter tout. N'omettez aucun détail, aussi insignifiant soit-il. Watson, votre carnet, s'il vous plaît. » Alors que je m'apprêtais à consigner le récit de la dame, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous allions nous lancer dans l'une des affaires les plus extraordinaires de notre carrière. La montre à marche arrière semblait égrener les minutes avec une précision presque sinistre, comme si le temps lui-même était devenu notre adversaire. Madame Blackwood s'installa dans le fauteuil en face de Holmes, les mains jointes sur ses genoux. Mon mari était professeur d'horlogerie au Royal Institute, l'étude des garde-temps et de leurs mécanismes. Il y a 3 mois, il a reçu une commande pour le moins inhabituelle d'un homme qui prétendait collectionner des chronomètres rares. Cet homme, qui se présentait simplement sous le nom de C.H., a fourni cette montre à Edmund et lui a demandé de découvrir le secret de sa fabrication. « Avez-vous rencontré ce mystérieux bienfaiteur ?» demanda Holmes. « Jamais. Toutes les communications se faisaient par courrier, et les paiements étaient effectués par traite bancaire tirée sur la Continental Bank de Londres. » Edmund devint complètement obsédé par cet appareil, passant d'innombrables heures dans son bureau à tenter d'en percer les secrets. Il prétendait qu'il représentait une avancée majeure en horlogerie, susceptible de révolutionner notre compréhension de la mécanique temporelle. Holmes se pencha légèrement en avant. Et les circonstances de sa mort. Cette soirée fatidique commença comme tant d'autres. Edmund se retira dans son bureau après le dîner, comme à son habitude, emportant sa montre. À 9 heures précises, je l'entendis crier. Un cri d'une telle angoisse que j'en ai encore des frissons rien qu'en le repensant. Je me précipitai à la porte de son bureau et la trouvai verrouillée de l'intérieur. Ni les coups, ni les appels ne reçurent de réponse. Elle marqua une pause pour se calmer, acceptant la tasse de thé que Madame Hudson lui avait discrètement apportée. J'ai appelé notre majordome Jamieson, et ensemble nous avons forcé la porte. Nous avons trouvé Edmund affalé à son bureau, la montre toujours serrée dans sa main droite. Le docteur Pemberton, notre médecin de famille, a été appelé immédiatement, mais il était bien trop tard. Il a constaté le décès de mon mari, apparemment dû à une insuffisance cardiaque soudaine. Pourtant, vous soupçonnez quelque chose de plus sinistre ? Monsieur Holmes, mon mari était en parfaite santé. De plus, le bureau était verrouillé de l'intérieur, sans aucun autre moyen d'entrer ou de sortir. Les fenêtres étaient verrouillées, la cheminée trop étroite pour le passage des personnes, et il n'y avait aucun panneau ni passage caché. Nous avons fait examiner la pièce en détail lors de l'achat de la maison il y a 5 ans. Holmes se leva et commença son arpent habituel devant la cheminée. « Dites-moi, Madame Blackwood, votre mari avait-il des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? » « Aucun. À ma connaissance, Monsieur Holmes. Edmund était une âme douce, dévouée à ses recherches et à son enseignement. Ses collègues le tenaient en haute estime, et il n'était impliqué ni dans la politique ni dans les affaires, ce qui aurait pu lui créer des adversaires. Et sa succession? À qui profite sa mort? » Une rougeur monta sur les joues pâles de la dame. « J'hérite de tout, naturellement, puisque nous n'avons pas eu d'enfant. Mais, Monsieur Holmes, si vous me soupçonnez d'être impliqué dans la mort de mon mari... » « Je ne soupçonne rien pour l'instant, madame. Je rassemble simplement des informations. Maintenant, cette montre... Votre mari a-t-il progressé dans la compréhension de son mécanisme? Il prétendait avoir fait une découverte remarquable quelques jours avant sa mort. Il m'a dit qu'il avait déterminé que la montre ne fonctionnait pas simplement à l'envers, mais qu'elle était en quelque sorte liée à... Elle s'arrêta brusquement, les yeux écarquillés par ce qui semblait être une véritable terreur. « Continuez, Madame Blackwood. Liée à quoi? » « Cela peut paraître comme les délires d'une folle, Monsieur Holmes, mais Edmund croyait que la montre était liée à un déplacement temporel réel. Il affirmait qu'elle pouvait, dans certaines circonstances, permettre à une personne de revivre des moments de son passé. » Holmes cessa brusquement de marcher. A-t-il fourni des preuves pour étayer cette affirmation extraordinaire? Seulement ces journaux, que j'ai apportés aujourd'hui,
Ils contiennent ses observations et ses théories, même si j'avoue qu'une grande partie du langage technique dépasse ma compréhension. Elle sortit un portefeuille en cuir de son réticule et le tendit à Holmes, qui l'accepta avec un intérêt évident. « Madame Blackwood, » dit Holmes en se rasseyant sur sa chaise, « je vais exiger un examen complet du bureau de votre mari, l'accès à toutes les personnes présentes dans la maison ce soir-là, et un compte-rendu détaillé des 3 jours précédant sa mort. Watson et moi viendrons vous voir cet après-midi, si cela vous convient. » « Bien sûr, monsieur Holmes. Notre maison est située au 47 Grosvenor Square. Je veillerai à ce que tout reste exactement comme à la découverte. » Après le départ de Madame Blackwood, je me tournai vers mon compagnon, déjà absorbé par le journal du professeur. « Eh bien, Holmes, que pensez-vous de cette affaire extraordinaire ? Qu'en penses-tu, Watson ? Soit nous avons affaire au canular le plus élaboré de l'histoire du crime, soit nous sommes tombés sur quelque chose qui remet en question les fondements mêmes de la philosophie naturelle. Dans les 2 cas, l'enquête promet d'être des plus stimulantes. » Il brandit la montre à marche arrière, scrutant son cadran particulier dans la lumière grise du matin filtrant par nos fenêtres. « Remarquez, Watson, que cette montre avait été fabriquée avec un savoir-faire extraordinaire. Le mécanisme qui la fait reculer nécessite une inversion complète des principes horlogers traditionnels. Qui que soit C.H., il possède des connaissances en horlogerie qui surpassent tout ce que l'on trouve dans la littérature scientifique actuelle. Mais Holmes, vous ne donnez sûrement pas de crédit à l'affirmation de Madame Blackwood concernant le déplacement temporel ? » Holmes posa sa montre, l'air pensif. « J'accorde foi aux preuves, Watson, où qu'elles mènent, et les preuves suggèrent que le professeur Blackwood croyait avoir découvert quelque chose d'extraordinaire à propos de cet appareil. Reste à savoir si sa croyance était fondée sur la réalité ou sur une illusion. Comme si elle avait été appelée par notre conversation. » La montre commença à sonner l'heure, mais au lieu des 11 coups qui auraient dû marquer la fin de la matinée, elle sonna 13 fois, chaque note semblant rester en suspens dans l'air plus longtemps que la physique n'aurait dû le permettre. « Très curieux, » murmura Holmes. « Il semblerait que notre mystérieuse montre obéisse entièrement à ses propres règles temporelles. » Le brouillard s'épaississait devant nos fenêtres, tandis que nous nous préparions pour notre visite de Grosvenor Square cet après-midi-là, et je ne parvenais pas à dissiper le sentiment troublant que le temps lui-même était devenu incertain. Tandis que nous rassemblions nos manteaux et nous préparions à nous aventurer dans la grisaille de l'après-midi londonien, la montre à rebours poursuivait son inexorable progression inverse, tic-tac des instants qui semblaient s'écouler dans des directions que je commençais à peine à comprendre. Le jeu, comme dirait Holmes, était en marche, mais dans ce cas, je craignais que nous jouions selon des règles qui n'avaient pas encore été écrites, dans un paysage temporel où la cause et l'effet pourraient s'avérer aussi malléables que le brouillard qui enveloppait notre grande ville. Chapitre 2. La maison des horloges. Arrêté. Le fiacre nous déposa devant l'imposante entrée du 47 Grosvenor Square, juste au moment où les cloches de l'église Saint-Georges sonnaient à 2 heures de l'après-midi. La résidence Blackwood se dressait tel un monument de la prospérité victorienne, un édifice géorgien de 4 étages en pierre de Bath couleur miel, dont les fenêtres brillaient, malgré le brouillard persistant qui semblait s'accrocher à Londres, tel un linceul gris. Madame Blackwood nous reçut dans le petit salon, une pièce décorée avec raffinement, avec du papier peint Maurice et un mobilier qui témoignait d'un goût raffiné et d'un confort absolu. Elle paraissait plus calme que lors de sa visite à Baker Street, même si j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement, en versant le thé dans un délicat service Wedgwood. J'ai demandé au personnel de se rendre disponible pour un interrogatoire, dit-elle en offrant à Holmes une tasse qu'il accepta mais ne but pas. Je dois toutefois vous avertir, monsieur Holmes, que depuis la mort d'Edmund, des événements étranges se produisent dans cette maison. Vraiment ? Quelle particularité, madame Blackwood ? Les horloges, monsieur Holmes. Toutes les horloges de la maison ont commencé à se comporter de façon étrange. Certaines se sont complètement arrêtées, d'autres avancent ou retardent, et quelques-unes. Elle fit un geste impuissant vers la cheminée, où une horloge française ornée était silencieuse. Cette horloge tourne à l'envers depuis le lendemain de la mort d'Edmund,
bien qu'elle ne possède aucun mécanisme permettant un tel comportement. Holmes se leva et examina l'horloge à la loupe, s'intéressant particulièrement à son mécanisme interne. Extraordinaire. Il s'agit d'un mouvement standard 8 jours, fabriqué par Japy Frères de Beaucourt. Il est impossible qu'il puisse fonctionner en marche arrière. Et pourtant, il tenait sa montre de poche à côté pour comparer. Elle fonctionne effectivement à l'envers, et avec une précision parfaite. Tout a commencé au moment précis où nous avons retiré cette maudite montre des mains d'Edmund, poursuivit Madame Blackwood. Depuis, toute la maison semble plongée dans une confusion temporelle. Avez-vous remarqué d'autres phénomènes inhabituels ? Madame Blackwood échangea un regard significatif avec une femme à l'air sévère qui était entrée dans la pièce avec un plateau de thé. Madame Hartwell, notre gouvernante, a vécu des incidents troublants. La gouvernante, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier et au regard intelligent, déposa son fardeau et s'adressa directement à Holmes. « Je vous demande pardon, monsieur, mais je suis au service depuis 37 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel dans cette maison depuis la mort du maître. Dites-nous tout, s'il vous plaît, madame Hartwell. Hier matin, monsieur, je rangeais la bibliothèque quand j'ai entendu la voix du maître réclamer son thé. Claire comme le jour, elle venait de son bureau. Mais quand je suis allé répondre, j'ai trouvé la pièce vide, comme elle l'a toujours été depuis. » Elle se signa. Et à 2 reprises, j'ai vu le maître lui-même arpenter les couloirs, toujours en direction de son bureau, mais quand je l'appelle, il disparaît comme la brume matinale. Le regard d'Holmes s'éclaira d'intérêt. À quelle heure ces apparitions se sont-elles produites ? Toujours à 9 heures, monsieur. Matin ou soir, peu importe. Les horloges à l'envers sonnent 9 heures, et c'est à ce moment-là que je le vois. Très fascinant. Et les autres domestiques ? Cook entend des pas dans le bureau du maître, toujours au même moment. Et la jeune Mary, la femme de chambre, jure avoir vu des lumières bouger là-dedans, bien que nous gardions la pièce bien fermée à clé. Holmes prit des notes minutieuses dans son carnet. « J'aimerais beaucoup examiner le bureau du professeur maintenant, si vous avez l'amabilité de nous indiquer le chemin. » Madame Blackwood nous a conduits à travers des couloirs bordés de portraits d'ancêtres illustres et de bibliothèques vitrées remplies de volumes reliés en cuir. La maison possédait cette étrange quiétude qui semble s'installer là où une mort subite est survenue, comme si le temps lui-même avait été temporairement suspendu. La porte du bureau était munie d'une nouvelle serrure, installée par la police après son enquête. Madame Blackwood sortit la clé avec une réticence évidente. « Je ne suis pas entrée dans cette pièce depuis cette terrible nuit, » avoua-t-elle. « Il y a quelque chose qui cloche. » Lorsque la porte s'ouvrit brusquement, je compris immédiatement sa réticence. Le bureau était une grande pièce bien aménagée, avec de hautes fenêtres donnant sur la place, et tapissée du sol au plafond de livres d'horlogerie, de mathématiques et de philosophie naturelle. Le bureau du professeur Blackwood dominait le centre de la pièce, sa surface portant encore les débris de sa dernière soirée, des papiers éparpillés, un encrier renversé et, surtout, une empreinte circulaire sur le sous-main en cuir, où reposait la mystérieuse montre. Mais ce ne sont pas ces détails qui ont provoqué mon malaise, c'est plutôt le profond silence qui régnait dans la pièce. Un silence si complet qu'il semblait avoir du poids et de la consistance. Toutes les horloges du bureau s'étaient arrêtées, leurs aiguilles figées à 9 heures précises. Holmes se déplaçait dans la pièce avec la précision méthodique d'un chien de chasse qui suit une piste. Il examina les fenêtres, fermées de l'intérieur, la cheminée, trop étroite pour laisser passer un homme, et les murs eux-mêmes, une construction en briques massives, sans panneaux ni passages cachés. « Watson, observe la disposition des papiers sur le bureau, » dit-il en me faisant signe d'approcher. « Qu'en penses-tu ? » Les documents dispersés semblaient constituer les notes de recherche du professeur Blackwood sur la mystérieuse montre. Page après page, des schémas détaillés montraient le mécanisme interne de la montre, accompagnés de calculs dépassant de loin ma compréhension mathématique. Mais une page en particulier retint mon attention. Une feuille de papier portant une seule ligne écrite de l'écriture soignée du professeur.
La clé réside dans le moment de l'inversion. Que pensez-vous qu'il voulait dire par là, Holmes ? Je soupçonne que cela est lié à sa théorie du déplacement temporel. D'après ses notes, le professeur Blackwood pensait que la montre parvenait à son mouvement de recul en inversant le flux d'énergie temporelle dans son mécanisme. Il émettait l'hypothèse que, dans certaines circonstances, cette inversion pouvait s'étendre au-delà de la montre elle-même. Holmes prit un journal relié en cuir sur le bureau et en feuilleta les pages. Écoutez cette entrée, datée de 2 jours seulement avant sa mort. La montre réagit à la résonance émotionnelle. Lorsque je me concentre intensément sur un moment de mon passé tout en tenant l'appareil, je ressens ce que l'on ne peut décrire que comme des échos temporels, de brefs aperçus d'événements survenus il y a des années, aussi vifs que s'ils se produisaient à nouveau. L'homme souffrait sûrement d'une forme de délire ? Peut-être, Watson, mais considérez cette entrée du lendemain. J'ai réussi à réaliser un décalage temporel complet, pendant 17 minutes. Ce soir-là, j'ai vécu simultanément dans l'instant présent et dans le jour de mon mariage, il y a 23 ans. Éléonore était apparue exactement comme elle était alors, jeune, radieuse, insensible aux chagrins à venir. La montre a brillé d'une lumière intérieure pendant l'expérience, et à la fin, j'ai constaté qu'elle avait gagné exactement 17 minutes, tournant à reculons 2 fois plus vite pour compenser le décalage temporel. Je frissonnais involontairement. Si c'était vrai, un tel phénomène révolutionnerait notre compréhension du temps lui-même. En effet, mais notez cette dernière entrée, écrite le jour même de sa mort. Les épisodes de déplacement deviennent plus fréquents et incontrôlables. J'ai peur de perdre le contrôle du moment présent. Ce soir, je dois tenter de détruire la montre avant qu'elle ne me détruise. Mais d'abord, je dois comprendre pourquoi C.H. l'a créée et pourquoi il m'a choisi comme destinataire. Holmes ferma le journal et observa la pièce avec cet air d'intense concentration que je connaissais si bien. « Dites-moi, Madame Blackwood, votre mari vous a-t-il déjà parlé de ces échos temporels ?» Madame Blackwood, restée silencieuse pendant notre interrogatoire, sursauta visiblement à la question. Il a effectivement parlé de rêves étranges ces dernières semaines, des rêves si intenses qu'il se réveillait en se croyant redevenu un jeune homme. Je les attribuais au surmenage et au stress de ses recherches. Et la nuit de sa mort, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement ? Il semblait agité tout au long du dîner, vérifiant constamment sa montre infernale et marmonnant des calculs à voix basse. Lorsqu'il se retira dans son bureau, il m'embrassa sur le front et dit une chose des plus étranges. « S'il m'arrive quelque chose, Éléonore, souviens-toi que l'amour transcende le temps. Ce que nous avons partagé ne pourra jamais être vraiment perdu. » Holmes se mit à arpenter le bureau, les mains jointes dans le dos. Tout porte à croire que le professeur Blackwood se croyait à l'aube d'une grande découverte ou d'une catastrophe majeure. Mais qu'est-ce qui a déclenché les événements de cette soirée fatale ? Comme en réponse à sa question, les horloges arrêtées du bureau se mirent soudain à sonner à l'unisson, leurs voix combinées créant une cacophonie qui sembla ébranler les fondations de la maison. Madame Blackwood me serra le bras, terrifiée, tandis que le carillon continuait. Non pas les 9 coups attendus, mais 13, exactement comme la mystérieuse montre avait sonné ce matin-là à Baker Street. Lorsque le carillon cessa, un phénomène extraordinaire se produisit. L'espace d'un instant, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres du bureau sembla se modifier, prenant la teinte dorée du soir. À cet instant, j'aurais juré avoir aperçu une silhouette assise au bureau du professeur. Un homme d'âge mûr penché sur la montre ouverte, le visage illuminé par une étrange lueur pulsée, émanant de l'appareil. La vision ne dura pas plus d'un battement de cœur avant que la lumière ne revienne à la normale et que le bureau ne redevienne vide. Mais Holmes l'avait vu aussi. Je pus le constater à sa brusque inspiration et à la façon dont son regard se fixait sur l'endroit où la silhouette était apparue. « Très éclairant », murmura-t-il. Il semblerait que les théories du professeur Blackwood sur les échos temporels n'étaient pas totalement infondées.
Madame Blackwood était devenue toute pâle. « Monsieur Holmes, à quoi venons-nous d'assister ? » « Je crois, madame, que nous venons d'observer une trace des événements survenus la nuit du décès de votre mari. La question est maintenant, sa mort est-elle due à des causes naturelles, provoquées par ses expériences de déplacement temporel, ou y a-t-il eu un facteur plus sinistre ? » Alors que nous nous apprêtions à quitter le bureau, Holmes s'arrêta sur le seuil et se retourna pour examiner la pièce une fois de plus. « Une dernière observation, Watson. Remarquez les traces de poussière sur le sol autour du bureau. Il y a des empreintes de pas, récentes, allant de la porte au bureau et retour. Mais ce ne sont pas celles de Madame Blackwood, ni celles d'un membre du personnel de maison. » Je m'agenouillai pour examiner les marques indiquées par Holmes. Elles étaient effectivement récentes, faites par une botte d'homme de bonne qualité, avec une usure caractéristique sur la semelle droite. « Quelqu'un est entré dans cette pièce depuis la mort du professeur, » ai-je observé. En effet, quelqu'un qui possède la clé de la nouvelle serrure et qui en sait suffisamment sur les recherches du professeur Blackwood pour mener une recherche systématique dans ses documents. La question est, que cherchaient-ils et l'ont-ils trouvé ? En descendant l'escalier, je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression d'être observé. Les portraits accrochés au mur semblaient suivre notre progression avec des yeux peints, et plus d'une fois, je me suis surpris à jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule. La maison entière semblait étrange, comme si l'ordre naturel du temps avait été perturbé et que la réalité elle-même était devenue incertaine. Dehors, le brouillard s'était tellement épais que les lampadaires étaient restés allumés malgré l'heure matinale. Notre fiacre nous attendait, tel un refuge de normalité dans un monde soudain devenu bien plus complexe et dangereux que je ne l'aurais imaginé. « Holmes !» dis-je alors que nous nous installions à nos places pour le voyage de retour vers Baker Street. « Croyez-vous vraiment que les théories du professeur sur le déplacement temporel ont un quelconque fondement dans la réalité ?» Holmes tira pensivement sur sa pipe avant de répondre. « Je crois, Watson, que nous avons affaire à des forces qui dépassent largement les limites de la science conventionnelle. Reste à savoir si ces forces sont d'origine surnaturelle ou résultent de lois naturelles que nous ne comprenons pas encore. Mais une chose est sûre, la mort du professeur Blackwood n'était pas un accident, et le mystérieux CH, qui a commandé ces recherches, détient la clé de toute cette énigme. » Le taxi s'engagea en titubant dans les rues embrumées, nous ramenant vers Baker Street, et ce que j'espérais être le sanctuaire d'un environnement familier. Mais même là, je soupçonnais que nous ne trouverions aucun répit véritable face au mystère temporel qui commençait à se dévoiler autour de nous, tels les rouages d'une machine immense et incompréhensible, une machine qui semblait remonter le temps vers un but insondable. Chapitre 3. Le secret du professeur. Le lendemain matin, le brouillard pesant qui s'était installé sur Londres tel un linceul gris ne m'apporta aucun soulagement. À mon réveil, Holmes était déjà habillé et examinait la mystérieuse montre à la loupe de bijoutier, l'appareil étant étalé en pièces détachées sur une nappe blanche posée sur notre table de petit déjeuner. « Ah, Watson, votre timing est impeccable. J'ai fait une découverte extraordinaire sur notre énigme temporelle. » Je m'approchai de la table avec une certaine appréhension, remarquant que Holmes avait réussi d'une manière ou d'une autre à ouvrir la montre sans déclencher le mécanisme qui avait poussé le professeur Blackwood à la manipuler avec une telle prudence extrême. Mon Dieu, Holmes, est-il prudent de démonter cette chose ? Parfaitement sûr, à condition d'en comprendre le principe de fonctionnement. Observez ceci. Il désigna un composant cristallin particulier niché au cœur du mécanisme. Une substance qui semblait vibrer d'une lumière intérieure, oscillant entre des teintes bleu foncé et violettes à chaque tic-tac de la montre. Je n'ai jamais rien vu de tel. De quel genre de matériau s'agit-il ? Voilà, mon cher Watson, ce que notre mystérieux CH aurait sans doute préféré que nous ne découvrions jamais. Ce cristal semble avoir été créé artificiellement, composé d'éléments introuvables dans les références minéralogiques standards. Plus important encore, il présente des propriétés qui contredisent directement plusieurs lois fondamentales de la physique.
Holmes souleva délicatement le cristal avec une fine pince à épiler et le présenta à la lumière du matin. Remarquez comme il semble absorber la lumière plutôt que la réfléchir, tout en émettant simultanément sa propre luminescence. Et observez ce curieux phénomène. Il a placé sa montre de poche à côté du cristal, et j'ai regardé avec étonnement les aiguilles de son garde-temps commencer à ralentir, puis à s'arrêter, puis à commencer progressivement à reculer. Remarquable. Le cristal exerce une certaine forme d'influence temporelle sur les autres chronomètres à proximité. Exactement. Mais plus encore, Watson, il réagit à la résonance émotionnelle, exactement comme le professeur Blackwood l'avait théorisé. Observez attentivement. Holmes ferma les yeux et sembla se concentrer intensément sur un souvenir. La lueur du cristal s'intensifia considérablement, et l'espace d'un instant, la pièce entière sembla scintiller comme si nous la regardions à travers de l'eau agitée. À cet instant, j'aurais juré avoir revu notre salon tel qu'il était des années plus tôt. Les murs d'une autre couleur, les meubles disposés différemment, même la qualité de la lumière semblant avoir changé. Puis Holmes ouvrit les yeux, et tout redevint normal. Extraordinaire, soufflai-je. Mais une telle chose est sûrement impossible. Impossible selon les connaissances scientifiques actuelles, certes. Mais nous avons clairement affaire à une science bien plus avancée que la nôtre. La question est donc, qui possède ces connaissances et quel est leur but ultime? Notre discussion fut interrompue par l'arrivée de l'inspecteur Lestrade, qui se présenta à notre porte dans un état d'agitation considérable. L'inspecteur, qui n'était jamais très calme, même dans les meilleures circonstances, semblait n'avoir pas fermé l'œil depuis des jours. « Monsieur Holmes, heureusement que vous êtes là. Nous avons eu un autre décès, même circonstances, même conditions impossibles que dans l'affaire Blackwood. » Holmes recouvrit immédiatement la montre démontée du tissu. « Vraiment ? Racontez-nous tout, Lestrade. » Le docteur Marcus Pemberton, le médecin qui a soigné le professeur Blackwood, a été retrouvé mort dans son cabinet hier soir. Chambre fermée à clé, aucun signe de violence, apparemment mort d'une insuffisance cardiaque. Mais le plus étrange, c'est qu'il a été retrouvé tenant un mot sur lequel était écrit simplement « Le passé ne peut être changé, seulement revisité ». J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Dr Pemberton, mais il était en parfaite santé quand nous avons parlé à Madame Blackwood hier. Ce n'est pas tout, poursuivit Lestrade. D'après sa gouvernante, le docteur Pemberton se comportait de façon très étrange depuis 3 jours, depuis qu'il avait examiné le corps du professeur Blackwood. Elle dit qu'il n'arrêtait pas de marmonner des anomalies temporelles et de prétendre voir des patients qu'il avait soignés des années auparavant se promener dans son cabinet. Holmes se leva brusquement, les yeux brillants d'une intensité familière. « Nous devons examiner la scène immédiatement. Watson, apportez votre trousse médicale et cet étui en cuir contenant les journaux du professeur Blackwood. » Le cabinet du docteur Pemberton était situé sur Harley Street, au rez-de-chaussée d'une respectable maison géorgienne. Le décor qui nous accueillait là rappelait étrangement le bureau du professeur Blackwood, une pièce figée dans le temps, où le défunt était retrouvé à son bureau, entouré de papiers éparpillés et d'encre renversée. Mais certaines différences retinrent immédiatement l'attention de Holmes. Là où le bureau du professeur Blackwood contenait plusieurs horloges arrêtées, celui du docteur Pemberton n'en contenait aucune. Au lieu de cela, nous avons découvert quelque chose de bien plus troublant. Une série de dossiers médicaux éparpillés sur le sol, chacun portant le nom d'un patient décédé sous les soins du médecin au cours des 20 dernières années. « Très curieux », murmura Holmes en examinant les dossiers à la loupe. Ces dossiers couvrent toute la carrière du docteur Pemberton, et pourtant ils ont tous été retrouvés dans ses classeurs ces derniers jours. Que cherchait-il ? Je me suis agenouillé pour examiner le corps, toujours assis sur la chaise de bureau, où il avait été retrouvé. Aucune trace de violence, comme l'a rapporté Lestrade. Mais Holmes, regardez ses mains. Les doigts du docteur Pemberton étaient tachés d'une substance bleu-violet particulière, de la même couleur que le cristal que nous avions observé dans la mystérieuse montre. Il a été en contact avec un autre appareil temporel.
conclut Holmes. Mais où est-il maintenant? Une recherche minutieuse du cabinet médical n'a révélé aucune trace d'un chronomètre inhabituel. Mais Holmes a découvert quelque chose d'aussi significatif. Un compartiment caché dans le bureau du médecin contenant une collection de lettres, portant la même écriture distinctive que nous avions vue sur l'inscription de la montre. Notre mystérieux CH, encore, observa Holmes en parcourant le contenu de la première lettre. Écoutez bien, Watson. Mon cher Pemberton, l'appareil que je vous confie représente l'aboutissement de décennies de recherches sur la nature malléable de la réalité temporelle. Vous seul, parmi les associés de Blackwood, possédez les connaissances médicales nécessaires pour comprendre son véritable objectif. Quel appareil ? Demandai-je. Nous n'avons trouvé ni montre ni chronomètre. Holmes poursuivit sa lecture. La mort du professeur n'a pas marqué la fin de notre expérience, mais simplement son début. Chaque exposition au décalage temporel laisse des traces, des échos quantiques qui s'accumulent dans les voies neuronales du sujet. En examinant ces traces dans le tissu cérébral de Blackwood, vous pourrez perfectionner le processus et éliminer les effets secondaires regrettables qui se sont avérés fatals pour notre premier sujet. J'ai senti mon sang se glacer. Holmes, insinuez-vous que le professeur Blackwood a été délibérément assassiné pour une expérience effroyable? Je suggère, Watson, que nous avons affaire à une conspiration d'une ambition scientifique sans précédent et d'une dépravation morale. Notez ce passage. L'objectif ultime demeure inchangé, le développement d'une technologie permettant une révision sélective des événements historiques. Imaginez le pouvoir de réparer de grandes tragédies, d'empêcher des guerres, de sauver des vies perdues à cause des circonstances ou de la folie. Lestrade, qui écoutait avec une perplexité croissante, secoua la tête. « Monsieur Holmes, vous n'accordez sûrement pas de crédit à de telles absurdités? Le voyage dans le temps relève du domaine des romans à un sou, pas des enquêtes criminelles. Il y a 3 jours, inspecteur, j'aurais été tout à fait d'accord avec vous. Mais les preuves dont nous disposons suggèrent que quelqu'un a bel et bien développé une technologie capable de manipuler le cours du temps et qu'il est prêt à commettre un meurtre pour la perfectionner. » Holmes rangea les lettres et se tourna vers le dossier médical du docteur Pemberton. Nous avons ici les notes du médecin concernant son examen du corps du professeur Blackwood. Il a observé plusieurs anomalies dans le tissu cérébral, des structures cellulaires qui semblaient exister simultanément dans plusieurs états temporels. Plus intrigant encore, il a noté que les voies neuronales du professeur présentaient des signes de cicatrisation temporelle, des lésions compatibles avec une exposition répétée à des décalages temporels. Mais si le docteur Pemberton travaillait avec ce personnage de CH, ai-je dit, pourquoi serait-il tué? Peut-être parce qu'il a découvert quelque chose que son mystérieux employeur préférait garder secret. Ou peut-être parce qu'il n'était plus d'aucune utilité. Holmes examina le message retrouvé serré dans la main du défunt. Ce message suggère que le docteur Pemberton commençait à comprendre les véritables implications des expériences qu'il menait. Alors que nous nous apprêtions à quitter le cabinet, Holmes s'arrêta sur le seuil et se retourna pour examiner à nouveau la scène. Il nous manque quelque chose, Watson. Un élément crucial qui relie ces décès à un schéma plus vaste. Le mystérieux CH possède manifestement des ressources et des connaissances bien supérieures à celles d'un criminel ordinaire, et pourtant il agit avec la prudence de quelqu'un qui craint d'être découvert. Quelle est notre prochaine ligne de conduite? Nous devons remonter à la source, Watson. Les recherches du professeur Blackwood n'ont pas débuté avec la réception de la montre à rétrocompatibilité, mais avec ses travaux universitaires au Royal Institute. Pour comprendre la véritable ampleur de cette conspiration, nous devons examiner ses relations professionnelles et découvrir qui, parmi ses collègues, pourrait posséder les connaissances nécessaires à la création d'une technologie temporelle aussi avancée. Alors que notre fiacre sillonnait les rues embrumées en direction du Royal Institute, je me suis surpris à envisager les implications terrifiantes de ce que nous avions découvert. Si quelqu'un avait effectivement développé la capacité de manipuler le temps lui-même, quelles étaient les limites de son pouvoir? Pouvait-il réécrire l'histoire à sa guise? Et, plus effrayant encore, combien d'autres victimes avaient-elles été perdues dans des expériences temporelles, dont la nature même les rendait impossibles à détecter ou à enquêter?
Les bâtiments de l'Institut se dressaient devant nous dans la brume grise de l'après-midi, leur architecture gothique semblant menaçante dans la lumière incertaine. En approchant de l'entrée principale, je remarquai que la grande horloge au-dessus de la porte s'était arrêtée à 9 heures précises, heure qui avait marqué à la fois la mort du professeur Blackwood et notre étrange expérience dans son bureau. « Holmes, dis-je en pointant vers le haut, vois-tu » Mais mon compagnon avait déjà remarqué l'arrêt de l'horloge, et son expression était devenue sombre. Il semblerait, Watson, que les perturbations temporelles se propagent au-delà du voisinage immédiat des appareils. Nous courons peut-être contre le temps, littéralement, pour éviter une catastrophe dont nous commençons seulement à comprendre l'ampleur. Chapitre 4. L'Institut des mystères. L'Institut royal des sciences horlogères occupait un magnifique bâtiment de South Kensington, dont la façade néogothique témoignait de la passion victorienne pour le savoir et la grandeur architecturale. En approchant de l'entrée principale, Holmes et moi avons constaté que plusieurs des horloges ornant l'extérieur du bâtiment avaient cessé leur veille éternelle, leurs aiguilles figées à différentes heures, comme si le temps lui-même était devenu incertain dans ce lieu d'études temporelles. Nous fûmes reçus par le professeur Aldrich Hartmann, directeur de l'Institut, un homme distingué d'une 60aine d'années, arborant cette magnifique barbe blanche qui semblait présager une éminence académique. Son bureau, situé au 3e étage surplombant Exhibition Road, témoignait d'une vie consacrée à la chronométrie, avec des exemples de montres de toutes les époques et de tous les pays exposés dans des vitrines le long des murs. « Messieurs, commença le professeur Hartmann d'une voix légèrement germanique, je dois avouer que la mort du professeur Blackwood a profondément marqué notre institution. Il n'était pas seulement un collègue, mais l'un des plus brillants esprits de notre discipline, un homme dont les travaux théoriques sur la mécanique temporelle étaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps. Holmes se pencha en avant sur sa chaise, les doigts croisés dans ce geste caractéristique d'intense concentration. « Professeur Hartmann, nous avons des raisons de croire que la mort de Blackwood n'a peut-être pas été aussi naturelle qu'elle le paraissait initialement. Pouvez-vous nous parler de ses récentes recherches, notamment de ses travaux sur les chronomètres expérimentaux ?» Les yeux du directeur brillaient d'appréhension. Edmond était devenu quelque peu secret ces derniers mois. Il avait toujours collaboré à ses recherches, partageant librement ses découvertes avec ses collègues. Mais il y a 3 mois, tout a changé. Il a commencé à travailler isolé, restant souvent dans son laboratoire jusqu'au petit matin. A-t-il discuté de la nature de cette recherche avec quelqu'un ? Uniquement avec le docteur Cornelius Hendrik, notre chercheur invité de l'Université d'Amsterdam. Le docteur Hendrik est peut-être la plus grande autorité mondiale en matière de chronodynamique théorique, l'étude du temps comme force physique manipulable plutôt que comme un arrière-plan universel constant. À l'évocation de ce nom, Holmes se raidit. « Docteur Cornelius Hendrik », répéta-t-il lentement. « Les initiales CH. Ce monsieur est-il toujours à l'Institut » L'expression du professeur Hartmann devint troublée. « C'est précisément le problème, monsieur Holmes. Le docteur Hendrik a quitté l'Institut il y a 3 jours, le lendemain même de la mort du professeur Blackwood, en prétendant avoir reçu un message urgent d'Amsterdam exigeant son retour immédiat. Mais lorsque j'ai envoyé un télégramme à l'université pour m'enquérir de son retour, ils m'ont informé qu'aucune personne de ce genre n'avait jamais été employée par leur institution. Très éclairant. Pouvez-vous nous décrire cela, docteur Hendrik ? Un homme d'environ 45 ans, de taille moyenne, mais d'apparence remarquable. Il possédait des yeux extraordinaires, presque incolores, comme la glace pâle de l'hiver, et une intensité de comportement tout à fait fascinante. Sa connaissance de la théorie temporelle avancée était véritablement remarquable, même si ses idées confinaient souvent à ce que mes collègues plus conservateurs qualifieraient de pure fantaisie. Holmes prenait des notes précises dans son carnet. Quel genre d'idées ? Il prétendait avoir développé des preuves mathématiques démontrant que le temps n'était pas linéaire, mais plutôt cristallin dans sa structure, composé d'instants discrets accessibles et manipulables grâce à l'application de fréquences de résonance appropriées. Il parlait d'archéologie temporelle,
la capacité d'extraire des moments du passé et de les examiner comme s'il s'agissait d'artefacts physiques. J'ai frissonné malgré moi en entendant cette description. Et le professeur Blackwood a trouvé ces théories crédibles? Plus que crédibles, il en était devenu complètement obsédé. Les deux hommes passaient des heures à discuter avec passion, utilisant souvent une terminologie mathématique si avancée que même moi, malgré mes 40 ans d'expérience en chronométrie, j'avais du mal à suivre leur raisonnement. Holmes se leva et commença à examiner les horloges exposées dans le bureau du professeur Hartmann. « Je remarque que plusieurs de vos horloges se sont arrêtées, professeur. Quand cela a-t-il commencé ?» Un autre événement profondément inquiétant a commencé le lendemain du départ d'Hendrick. D'abord une horloge, puis une autre, et jusqu'à présent, près de la moitié des montres de l'Institut ont cessé de fonctionner. Nos réparateurs ne trouvent aucune anomalie à leur mécanisme. Ils refusent tout simplement de fonctionner. Avez-vous, vous ou vos collègues, observé d'autres phénomènes inhabituels, des distorsions temporelles peut-être, ou des expériences semblant impliquer un déplacement dans le temps? Le professeur Hartmann hésita, se demandant visiblement s'il devait partager un sujet sensible. Finalement, il parla à voix basse. « Monsieur Holmes, ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel. Hier après-midi, alors que je travaillais seul dans mon bureau, j'ai vécu un événement extraordinaire. Je consultais du courrier lorsque j'ai entendu des voix provenant du laboratoire du professeur Blackwood. Sa voix et celle du docteur Hendrick, engagés dans une discussion animée sur leurs recherches. Vous avez enquêté, naturellement ? Bien sûr, mais en entrant dans le laboratoire, je l'ai trouvé vide et fermé à clé, exactement comme depuis la mort d'Edmund. Pourtant, les voix ont continué pendant plusieurs minutes, discutant d'applications théoriques du déplacement temporel dont les implications m'ont franchement terrifié. Holmes cessa d'examiner les horloges et fixa le professeur Hartmann de ce regard pénétrant que je connaissais si bien. De quelles applications spécifiques parlait-il ? La possibilité de prévenir les tragédies historiques par une intervention temporelle sélective. Le docteur Hendrick a parlé de chronologie corrective, l'idée selon laquelle on pourrait revenir à des moments cruciaux de l'histoire et en modifier l'issue pour le bien de l'humanité. Et la réponse du professeur Blackwood. Il a exprimé des inquiétudes quant aux implications éthiques d'un tel pouvoir. Il craignait que la modification des événements passés n'entraîne des conséquences imprévues dans le présent, ce qu'il a appelé des paradoxes temporels, susceptibles de démanteler la trame même de la réalité. Holmes et moi échangeâmes des regards chargés de sens. La conversation que le professeur Hartmann avait entendue correspondait parfaitement aux théories exposées dans les lettres découvertes dans le cabinet du docteur Pemberton. « Professeur Hartmann, poursuivit Holmes, nous aimerions beaucoup examiner le laboratoire du professeur Blackwood. Serait-ce possible ? Certainement, mais je dois vous avertir que l'espace est resté scellé depuis sa mort. La police a mené son enquête, mais n'a rien trouvé qui semble pertinent à son enquête. Le laboratoire du professeur Blackwood occupait un angle du 2e étage de l'Institut, ses hautes fenêtres offrant une excellente lumière naturelle pour le travail précis de construction et de réparation des chronomètres. Contrairement à son bureau à domicile, cet espace reflétait la précision organisée d'une recherche scientifique sérieuse, des établis équipés des meilleurs outils, des ouvrages de référence classés avec un soin méticuleux et des dizaines de montres à divers stades de construction ou d'analyse. Mais c'est ce que nous avons trouvé caché derrière un faux panneau dans l'établi du professeur Blackwood qui s'est avéré le plus significatif. Un 2e journal, qui avait échappé à l'attention de la police et du mystérieux intrus qui avait fouillé son bureau à domicile. Holmes lut à voix haute. Le véritable objectif d'Hendrick devient de plus en plus clair. La technologie de déplacement temporel qu'il a développée n'est pas destinée aux nobles objectifs initialement décrits, mais à quelque chose de bien plus sinistre. Il cherche à créer un groupe d'individus capables de se déplacer librement dans le temps, n'ayant de compte à rendre à aucune autorité terrestre et possédant le pouvoir de remodeler l'histoire selon leur vision de la perfection. J'ai ressenti un frisson de prémonition. Une conspiration impliquant le voyage dans le temps ? Il semblerait que oui, Watson. Écoutez cette entrée datée d'1 semaine seulement avant la mort de Blackwood. J'ai découvert la véritable nature des composants cristallins,
qu'Hendrik utilise pour alimenter ces appareils. Ils ne sont pas créés artificiellement, comme il le prétendait, mais plutôt prélevés sur du tissu nerveux humain, plus précisément sur le cerveau d'individus soumis à des déplacements temporels répétés jusqu'à ce que leur conscience soit définitivement fracturée à travers de multiples flux temporels. Le professeur Hartmann était devenu tout pâle pendant la récitation de Holmes. « Mon Dieu, insinuez-vous que ce docteur Hendrik a mené des expériences sur des sujets humains ? Les preuves vont sans équivoque dans ce sens. Plus inquiétant encore, elles suggèrent que le professeur Blackwood a découvert la vérité sur ces expériences et a été tué pour l'empêcher de révéler les activités d'Hendrik. » Holmes poursuivit sa lecture du journal secret. « J'ai tenté de détruire l'appareil qu'Hendrik m'a donné, mais il semble indestructible par des moyens conventionnels. Chaque fois que j'essaie de l'endommager, il se répare grâce à une forme de régénération temporelle. Je commence à soupçonner qu'Hendrik a anticipé ma résistance et a conçu la montre spécifiquement pour m'enfermer dans un cycle de déplacement temporel dont il pourrait ne plus y avoir d'échappatoire. La dernière entrée est peut-être la plus effrayante de toutes, dit Holmes, sa voix devenant à peine plus basse qu'un murmure. Hendrik est venu me voir aujourd'hui, affirmant avoir identifié notre prochain sujet de test. Un éminent médecin dont les connaissances en anatomie neurale seront précieuses pour perfectionner le processus de prélèvement. Je crains d'être devenu complice d'une horreur monstrueuse, et je ne vois aucun moyen d'empêcher les horreurs à venir. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le tic-tac irrégulier des quelques horloges du laboratoire qui continuaient de fonctionner. Chacune semblait indiquer une heure différente, comme si le concept même de cohérence temporelle était devenu négociable dans ce lieu où les limites du possible scientifique avaient été si impitoyablement explorées. « Professeur Hartmann, » dit finalement Holmes, « nous devons tout savoir sur ce docteur Hendrik, son passé, ses associés, ses possibles allées et venues. Le temps lui-même dépendra peut-être de notre capacité à le localiser avant qu'il puisse poursuivre ses expériences. » Mais alors même que Holmes prononçait ces mots, je remarquai quelque chose qui me remplit d'effroi. La plus grande horloge du laboratoire, une magnifique horloge astronomique qui affichait l'heure exacte à notre entrée, s'était mise à tourner à l'envers, ses aiguilles se déplaçant à une vitesse croissante, comme si le temps lui-même se remontait autour de nous. Et dans ce flux temporel qui s'écoulait à contre-courant, j'ai aperçu quelque chose qui allait hanter mes rêves pendant des années. La silhouette floue d'une silhouette debout dans l'embrasure de la porte du laboratoire. Un homme aux yeux pâles et incolores, et au sourire qui semblait exister en dehors du flux normal du temps. Le docteur Cornelius Hendrik n'avait pas quitté Londres. Il était toujours là, observant et menant ses horribles expériences sur la réalité elle-même. Chapitre 5. Le piège est tendu. L'apparition du docteur Hendrik disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, ne laissant derrière elle que l'âcre odeur d'ozone et la sensation troublante d'avoir été observée par quelque chose existant en partie en dehors du cours normal du temps. Le professeur Hartmann était devenu tout pâle, ses mains tremblantes agrippant le bord de l'établi du professeur Blackwood. « Messieurs, avez-vous vu ?» commença-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Nous l'avons vu, » répondit Holmes d'un ton sombre. « Et maintenant nous savons que le docteur Hendrik n'a pas quitté Londres comme il le prétendait. Il reste ici poursuivant ses expériences, et je soupçonne que nous venons d'assister à une démonstration de sa capacité à déplacer librement dans les dimensions temporelles. Je me suis surpris à consulter ma montre de poche compulsivement, comme si le tic-tac familier de son mécanisme pouvait m'apporter un ancrage à la réalité. Holmes, si cet homme peut apparaître et disparaître à volonté, existant simultanément à travers plusieurs flux temporels, comment pouvons-nous espérer l'appréhender? En comprenant les limites de son pouvoir, Watson, même la science la plus avancée doit fonctionner dans le cadre de certains paramètres. Holmes se mit à arpenter le laboratoire avec cette énergie familière qui indiquait que son esprit fonctionnait à plein régime. Réfléchissez à ce que nous avons appris. Les dispositifs d'Hendrik nécessitent ces mystérieux cristaux pour fonctionner,
des cristaux apparemment extraits de tissus nerveux humains. Cela suggère que son pouvoir, bien qu'extraordinaire, n'est pas illimité. Il nécessite un approvisionnement constant de victimes pour être maintenu. Le professeur Hartmann frissonna visiblement. « Vous suggérez qu'il continue à mener ces horribles expériences sur des sujets vivants ? » « Je suggère plus que cela, professeur. Je crois que le but ultime d'Hendrik n'est pas seulement de créer des dispositifs de manipulation temporelle, mais de se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Un être capable d'exister simultanément à travers tous les instants du temps. Pour y parvenir, il a besoin non seulement du tissu nerveux de ses victimes, mais aussi de leur conscience, de leurs souvenirs, de leur essence même. Les implications de la théorie de Holmes m'ont frappé comme un coup de massue. Il collectionne les âmes, Holmes. Il utilise la science pour réaliser ce dont les nécromanciens médiévaux ne pouvaient que rêver. Exactement, Watson. Et si nos déductions sont correctes, il lui faudra bien plus de victimes pour achever sa transformation. Ceci nous offre une opportunité. Nous devons identifier sa prochaine cible et l'utiliser comme appât pour l'attirer dans un piège. Holmes se tourna vers le professeur Hartmann avec un sérieux mortel. « Professeur, j'ai besoin que vous me fournissiez la liste de toutes les personnes ayant été en contact avec les recherches du professeur Blackwood, en particulier celles ayant une expertise en neurologie, en chronométrie ou en physique théorique. Hendrik recherchera des victimes dont les connaissances peuvent contribuer à ses travaux. »« Certainement, monsieur Holmes, mais je dois vous demander... Quel genre de piège pourrait contenir un être capable de se déplacer librement à travers le temps ? » Holmes sourit avec cette précision froide que j'avais appris à reconnaître comme son humeur la plus dangereuse. « Nous allons retourner sa propre science contre lui, professeur. Si le déplacement temporel nécessite des fréquences de résonance spécifiques, alors il s'ensuit que les contrefréquences, appropriées pourraient servir à le piéger dans un flux temporel unique. » Au cours des heures suivantes, Holmes se lança dans les recherches les plus intensives que je lui ai jamais vues. Il réquisitionna le bureau du professeur Hartmann, s'entourant d'ouvrages avancés sur la chronodynamique, la mécanique temporelle et la théorie quantique. Pendant ce temps, j'étais chargé de recueillir des informations sur les personnes figurant sur la liste du professeur Hartmann, cherchant à identifier celles qui pourraient posséder les connaissances spécifiques requises par Hendrik. La liste s'est avérée d'une longueur inquiétante. Le professeur Blackwood était un chercheur sociable, entretenant une correspondance avec des chercheurs d'Europe et d'Amérique. Parmi ses collaborateurs figuraient des neurologues qui avaient étudié les aspects temporels de la formation de la mémoire, des physiciens étudiant la nature quantique de la conscience et des mathématiciens explorant les cadres théoriques susceptibles de régir le voyage dans le temps. Mais c'est Madame Blackwood elle-même qui nous a fourni l'éclairage crucial qui allait façonner notre stratégie. Lorsque je l'ai contactée ce soir-là pour m'enquérir des associations professionnelles de son mari, elle m'a révélé un détail qui n'avait pas été évoqué lors de nos conversations précédentes. Le docteur Hendrik s'est montré particulièrement intéressé par la correspondance de mon mari avec la professeure Margaret Whitmore de l'université de Cambridge, a-t-elle déclaré, les mains crispées, visiblement affligée. La professeure Whitmore est une chercheuse pionnière dans le domaine des études de la conscience. Elle a développé des techniques pour cartographier les voies neuronales associées à la formation et à la remémoration des souvenirs. J'ai senti mon sang se glacer. Madame Blackwood, le professeur Whitmore a-t-il été en contact direct avec le docteur Hendrik ? Je crois que oui. Edmund a mentionné qu'Hendrik avait demandé son adresse, affirmant vouloir collaborer à des recherches sur les effets neurologiques du déplacement temporel. Il lui a écrit quelques jours avant sa mort. Je quittais Grosvenor Square en toute hâte, regagnant Baker Street à toute vitesse, à travers des rues enveloppées de brouillard qui semblaient de vibrer d'une énergie maléfique. L'air lui-même était chargé de perturbations temporelles, et plus d'une fois, j'ai observé des horloges dans les vitrines tournées à l'envers, ou afficher des heures invraisemblables. Je retrouvais Holmes exactement tel que je l'avais laissé, entouré de livres ouverts et couvert de taches d'encre dues à sa prise de notes frénétiques. Mais son expression était passée d'une intense concentration à une satisfaction sombre. « Watson, tu arrives au bon moment. J'ai mis au point une méthode pour piéger Hendrik,
mais elle nécessitera une coordination extrêmement précise et des risques personnels considérables. Je lui ai fait part de la révélation de Madame Blackwood sur le professeur Whitmore, et les yeux de Holmes ont brillé d'un triomphe féroce. Excellent. Le professeur Whitmore représente exactement le genre de cible à laquelle Hendrik ne peut résister. Une chercheuse dont les connaissances pourraient lui faire progresser ses travaux de manière significative. Nous allons l'utiliser comme appât. Holmes, vous ne proposez sûrement pas de mettre une femme innocente en danger de mort? Je propose de la placer en danger apparent tout en assurant sa sécurité grâce à une préparation minutieuse. Observez ce schéma que j'ai construit. Holmes m'a montré un schéma complexe représentant ce qui semblait être un chronomètre à grande échelle d'une conception extraordinaire. Ce dispositif, s'il est correctement construit, devrait générer des champs de résonance temporelle capables d'ancrer Hendrik dans un flux temporel unique, l'empêchant ainsi de s'échapper par déplacement dimensionnel. Mais comment pouvons-nous construire une telle machine? La technologie nécessaire dépasse de loin tout ce dont nous disposons. Ah, mais c'est là que l'arrogance d'Hendrik devient sa faiblesse, Watson. Il nous a fourni les composants dont nous avions besoin. Holmes fit un geste vers la montre démontée, dont le cœur cristallin vibrait encore de cette étrange lumière bleu-violet. Ce cristal contient suffisamment d'énergie temporelle pour alimenter notre piège, à condition que nous puissions amplifier ses effets grâce à des chambres de résonance appropriées. Holmes avait déjà contacté le professeur Hartmann pour lui demander d'accéder aux meilleures installations de fabrication de chronomètres de l'Institut. En travaillant toute la nuit, nous tenterions de construire un appareil capable de remettre en question les fondements mêmes de la réalité. Mais alors même que nous nous préparions à cette confrontation sans précédent, je ne pouvais m'empêcher d'avoir le sentiment d'être observé. Les ombres dans notre salon semblaient se mouvoir avec une intelligence déterminée, et le tic-tac familier de notre horloge sur la cheminée avait pris un rythme irrégulier qui me mettait les nerfs à vif. « Holmes, dis-je alors que nous nous préparions à partir pour l'Institut, et si Hendrik anticipait notre piège, et s'il possédait des connaissances ou des capacités que nous n'avons pas encore découvertes? » Holmes marqua une pause dans son rangement d'outils et de composants, l'air pensif. « Alors, Watson, nous affronterons les conséquences avec le courage qui nous a soutenus dans toutes nos aventures précédentes. Mais je crois que nous avons un avantage qu'Hendrik, malgré son génie scientifique, n'apprécie peut-être pas pleinement. Quel avantage cela représente-t-il? L'avantage de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Hendrik cherche à dominer le temps lui-même, à des fins purement égoïstes, remodeler la réalité selon sa vision personnelle. Nous luttons pour préserver l'ordre naturel, protéger des vies innocentes et empêcher la corruption de la science elle-même. L'histoire suggère que de telles motivations possèdent une puissance qui transcende la simple supériorité technique. Alors que nous sortions dans la nuit londonienne enveloppée de brouillard, je repensais aux paroles de Holmes et y trouvais un certain réconfort. Quels que fussent les pouvoirs surnaturels du docteur Hendrik, quelles que fussent ses manipulations temporelles, il demeurait fondamentalement un homme corrompu par ses propres ambitions. Et si notre longue collaboration m'avait appris quelque chose, c'était qu'une telle corruption portait inévitablement les germes de sa propre destruction. Le piège était tendu. Le professeur Whitmore avait été contacté et avait accepté de servir d'appât, même si elle ignorait toujours la véritable nature du danger qui l'attendait. Les ateliers de l'Institut bourdonnaient d'activité tandis que le dispositif de résonance temporelle de Holmes était presque terminé. Et quelque part dans les dimensions perverses du temps lui-même, le docteur Cornelius Hendrik se préparait à ce qui serait sans doute notre confrontation finale. Le temps lui-même retenait son souffle, attendant de voir si le courage et l'ingéniosité humains pourraient triompher de la science obscure qui menaçait de démanteler le tissu même de la réalité. Chapitre 6. Le Gambit de Cambridge. Le professeur Margaret Whitmore s'est révélée être une femme d'un sang-froid et d'un courage intellectuel remarquable. Lorsque Holmes et moi l'avons rencontrée à Cambridge le lendemain matin, elle a écouté notre récit extraordinaire avec l'attention sereine d'une scientifique habituée à repousser les limites du savoir.
Messieurs, dit-elle en ajustant ses lunettes à monture métallique tout en examinant les preuves que nous avions présentées, si je devais entendre un tel récit de la part d'une personne autre que le célèbre Sherlock Holmes, je recommanderais une consultation immédiate auprès d'un spécialiste des troubles nerveux. Cependant, les preuves physiques que vous m'avez présentées, en particulier ce composant cristallin, suggèrent que nous sommes bel et bien confrontés à des phénomènes qui transcendent la compréhension scientifique conventionnelle. Le laboratoire du professeur Whitmore occupait le dernier étage du nouveau bâtiment Cavendish. Ses hautes fenêtres offraient une excellente luminosité pour les travaux de recherche neurologique de précision. Les murs étaient tapissés de planches anatomiques détaillées, décrivant la structure du cerveau humain, tandis que des vitrines abritaient une impressionnante collection d'instruments de mesure de l'activité neuronale. Le professeur Blackwood m'a écrit au sujet des théories du docteur Hendrick, poursuivit-elle, s'approchant d'un appareil complexe que Holmes avait identifié comme un dispositif de mesure de l'activité électrique des tissus nerveux. Edmund s'intéressait particulièrement à mes recherches sur les bases neurologiques de la formation de la mémoire. Comment des expériences spécifiques sont codées dans les voies neuronales et comment elles peuvent être artificiellement stimulées pour produire un souvenir parfait d'événements passés. Holmes se pencha en avant, vivement intéressé. « Et le docteur Hendrick vous a-t-il contacté directement au sujet de cette recherche ?»« En effet. Il y a 3 jours à peine, j'ai reçu une lettre demandant une rencontre pour discuter de ce qu'il appelait les aspects temporels de la conscience. Il prétendait avoir développé des techniques permettant d'accéder aux souvenirs non seulement du passé d'un individu, mais aussi des expériences collectives de l'humanité. J'ai ressenti un frisson d'appréhension. Les expériences collectives de toute l'humanité. Selon sa lettre, le docteur Hendrick croit que la conscience elle-même existe en dehors du cours normal du temps, que chaque expérience humaine depuis l'aube de l'histoire reste accessible grâce à une stimulation neuronale appropriée. Il a évoqué la création d'une bibliothèque temporelle de la conscience humaine, contenant chaque souvenir, chaque émotion, chaque pensée ayant jamais existé. Holmes s'était figé, les yeux fixés sur un point invisible au loin. « Professeur Whitmore, le docteur Hendrick a-t-il proposé une méthodologie spécifique pour accéder à ces souvenirs temporels ? Il a évoqué un processus impliquant ce qu'il a appelé la cristallisation neuronale, l'extraction et la préservation de la conscience elle-même sous forme cristalline. Ces consciences préservées pouvaient alors être consultées et expérimentées par d'autres individus, créant ainsi une forme d'immortalité artificielle pour la connaissance et l'expérience humaine. Les implications de la révélation du professeur Whitmore m'ont frappé comme un coup dur. Holmes, il ne se contente pas de mener des expériences sur des victimes individuelles, il tente de récolter l'intégralité de la conscience humaine à travers l'histoire. Il semblerait bien que ce soit le cas, Watson. Les ambitions du docteur Hendrick vont bien au-delà de la simple manipulation temporelle. Il cherche à devenir le dépositaire de toute l'expérience humaine, une archive vivante de la conscience elle-même. Le professeur Whitmore était devenu tout pâle pendant notre échange. « Messieurs, insinuez-vous que ce docteur Hendrick représente une menace immédiate pour ma sécurité ? » « J'en ai bien peur, professeur. Mais nous avons préparé un piège qui devrait assurer votre protection tout en nous permettant d'appréhender ce dangereux individu. » Holmes sortit de sa poche un petit appareil, un composant cristallin similaire à celui de la montre du professeur Blackwood, mais modifié avec des circuits supplémentaires. Ce détecteur de résonance temporelle nous alertera dès que le docteur Hendrick tentera d'accéder à cet endroit par déplacement dimensionnel. Holmes avait passé une grande partie de la nuit précédente à perfectionner son piège, travaillant avec le professeur Hartmann pour construire une série de chronomètres dissimulés dans le laboratoire du professeur Whitmore. Ces appareils, alimentés par des fragments du mystérieux cristal, généreraient des champs temporels superposés destinés à ancrer tout intrus voyageant dans le temps dans l'instant présent. « La clé, » expliqua Holmes en ajustant l'équipement, réside dans la compréhension que le pouvoir du docteur Hendrick dépend de sa capacité à exister simultanément à travers plusieurs flux temporels. En créant une zone de stabilité temporelle,
nous le forçons à se manifester dans un temps et un lieu unique où il peut être confronté par des moyens conventionnels. Mais alors même que Holmes prononçait ces mots, je remarquai quelque chose de profondément troublant dans l'équipement de laboratoire du professeur Whitmore. Les instruments sensibles qu'elle utilisait pour mesurer l'activité neuronale commençaient à enregistrer des valeurs malgré l'absence de sujet d'expérience. Les aiguilles de ces appareils de surveillance oscillaient d'avant en arrière avec une agitation croissante, comme si elles détectaient la présence d'esprits dépassant la perception normale. « Professeur Whitmore, dis-je avec urgence, vos instruments fonctionnent-ils correctement ?» Elle examina les relevés avec une inquiétude croissante. « C'est impossible. Ces appareils détectent des schémas d'activité neuronale correspondant à une détresse émotionnelle extrême, peur, douleur, désespoir, mais aucun sujet n'est connecté à l'appareil de surveillance. » L'expression de Holmes était devenue sombre. « Je crains que nous ne détections la conscience des précédentes victimes du docteur Hendrick, Watson. Leurs schémas neuronaux ont été préservés sous forme cristalline et réagissent à notre présence ici. La température dans le laboratoire avait commencé à baisser sensiblement, et les lumières électriques clignotaient de plus en plus fréquemment. À travers les hautes fenêtres, je pouvais voir le ciel de l'après-midi prendre une teinte verdâtre surnaturelle, comme si l'atmosphère elle-même se chargeait d'énergie temporelle. « Messieurs, dit le professeur Whitmore, la voix ferme malgré la tension évidente, je crois que notre proie approche. » L'équipement de surveillance neuronale enregistrait désormais des mesures d'une telle intensité que plusieurs des instruments les plus sensibles se mirent à émettre des gémissements aigus. Mais c'est la grande horloge astronomique, dans un coin du laboratoire, qui donna l'indication la plus frappante de l'approche du docteur Hendrick. Ses aiguilles se mirent à tourner follement, alternativement en avant et en arrière, comme si le temps lui-même était devenu incertain de sa direction. Holmes dégaina son revolver et vérifia les chambres avec la précision qui le caractérisait. « Watson, professeur Whitmore, restez à proximité du générateur de résonance centrale. Quoi qu'il arrive, ne quittez pas le champ protecteur qu'il crée. » L'air du laboratoire se mit à scintiller comme des vagues de chaleur s'élevant des trottoirs en été, et peu à peu, une silhouette apparut près de l'entrée. Le docteur Cornelius Hendrick ressemblait exactement à ce que le professeur Hartmann lui avait décrit. Un homme de taille moyenne, aux yeux d'une pâleur extraordinaire, qui semblait renfermer une intelligence profonde et froide. Mais son apparence était fondamentalement anormale, comme s'il existait légèrement en décalage avec la réalité. « Professeur Whitmore, » dit-il d'une voix étrangement chargée, comme si elle avait été entendue à plusieurs époques simultanément. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin. Vos recherches sur les bases neurologiques de la formation de la mémoire seront précieuses pour mon travail. »« Docteur Hendrick, » cria Holmes, son arme pointée sur l'intrus. « Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres du professeur Edmund Blackwood et du docteur Marcus Pemberton. » Hendrick se tourna vers Holmes avec une expression légèrement amusée. « Mon cher monsieur Holmes, vous comprenez sans doute que les lois conventionnelles ne s'appliquent pas à celui qui existe en dehors du cours normal du temps. Je ne suis pas plus susceptible d'être arrêté que vous ne pourriez l'arrêter hier ou l'emprisonner mardi prochain. »« Peut-être pas, » répondit calmement Holmes, « mais vous êtes soumis aux lois de la physique, même celles que vous avez appris à manipuler. Et la physique suggère que votre capacité à voyager dans le temps nécessite des sources d'énergie spécifiques, sources qui peuvent être perturbées. » Holmes me fit un signe de tête et j'activai le générateur de résonance temporelle que nous avions dissimulé sous le bureau du professeur Whitmore. Aussitôt, le laboratoire se remplit d'une vibration harmonique si profonde qu'elle sembla pénétrer jusqu'aux os. La silhouette du docteur Hendrick, jusque-là miroitant d'instabilité temporelle, devint soudain nette tandis que les champs temporels superposés le capturaient dans l'instant présent. « Impossible !» grogna Hendrick, son sang-froid se brisant pour la première fois. Aucune technologie du XIXe siècle n'aurait pu générer des champs de résonance temporelle d'une telle ampleur. Vous sous-estimez l'ingéniosité que le désespoir peut inspirer, docteur, répondit Holmes. Vos propres composants cristallins ont fourni l'énergie de notre piège.
Hendrik leva les mains, et je vis que ses doigts étaient ornés d'anneaux contenant des versions plus petites des cristaux temporels. Mais lorsqu'il tenta de les activer, rien ne se produisit. Le champ de résonance le maintenait bel et bien ancré à notre réalité présente. « Vous m'avez peut-être piégé temporairement, » dit Hendrik, ses yeux pâles flamboyant de fureur, « mais vous ne pouvez pas empêcher l'achèvement de mon travail. Mes associés rassemblent actuellement des sujets pour la phase finale de l'expérience. Bientôt, toute la conscience humaine sera à ma disposition. »« Des associés ?» demanda Holmes. « Combien d'autres sont impliqués dans votre complot ?» Mais avant qu'Hendrik puisse répondre, le laboratoire fut soudain empli d'un bruit de verre brisé, tandis que tous les chronomètres du bâtiment se mettaient à sonner simultanément. Les cristaux temporels des anneaux d'Hendrik étincelaient d'une lumière éclatante, et malgré le champ de résonance, sa forme commença à vaciller et à s'estomper. « Ce n'est pas fini, monsieur Holmes !» cria-t-il d'une voix lointaine et résonnante. « Le temps lui-même est de mon côté. Vous avez remporté une seule bataille, mais la guerre pour la réalité ne fait que commencer. » Sur ce, le docteur Hendrik disparut, ne laissant derrière lui que l'odeur âcre de l'ozone et la constatation troublante que notre piège, bien que réussi à court terme, n'avait pas atteint son objectif ultime. Le professeur Whitmore s'affala sur une chaise, le visage pâle sous l'effet de la tension qu'elle avait ressentie. « Messieurs, quel genre de créature venons-nous de rencontrer ? » « Je crains, » répondit Holmes d'un ton sombre, « que nous ayons découvert l'avenir du mal humain, une science corrompue par une ambition démesurée et libérée de toute contrainte morale. Et si le docteur Hendrik dit vrai au sujet des relations, alors notre combat pour préserver l'ordre naturel du temps ne fait que commencer. » Chapitre 8. L'Observatoire de l'éternité. Les pas cessèrent brusquement lorsqu'ils atteignirent notre palier, remplacé par un silence si profond qu'il semblait pesant et pesant. Holmes éteignit aussitôt nos lampes à gaz, plongeant le salon dans une obscurité que seule la lueur inquiétante des cristaux temporels et la faible lumière filtrant à travers nos fenêtres embuées par la buée apportaient. « Watson, » murmura Holmes d'une voix à peine audible, « nous allons recevoir des visiteurs qui existent en partie en dehors du temps normal. Ne vous fiez pas entièrement à vos sens. Ils pourraient tenter de manipuler notre perception de la réalité. » J'ai dégainé mon revolver de service, tout en me demandant à quoi pourraient en servir les armes conventionnelles contre des adversaires capables d'apparaître et de disparaître à volonté. Le silence s'est prolongé, devenant de plus en plus pesant, jusqu'à ce que même les bruits familiers de la circulation londonienne semblent s'estomper complètement. Puis, sans aucun bruit de porte s'ouvrant ou de pas franchissant notre seuil, ils sont simplement apparus dans notre salon. 7 silhouettes disposées en demi-cercle parfait, leurs yeux pâles reflétant la lumière cristalline comme des miroirs fabriqués à partir de glace hivernale. Le docteur Hendrik se tenait au centre du groupe, mais je compris immédiatement qu'il n'était pas leur chef. Cette distinction revenait à une femme d'une 50aine d'années, dont les cheveux argentés étaient coiffés selon une coiffure élaborée qui ne semblait appartenir à aucune période historique particulière. Ses vêtements, comme ceux de ses compagnons, semblaient se modifier subtilement sous la lumière incertaine, comme s'ils étaient tissés à partir d'un tissu ayant traversé simultanément plusieurs époques. « Monsieur Sherlock Holmes, » dit-elle, sa voix portant le même écho temporel que celui que nous avions entendu chez Hendrik. « Nous nous rencontrons enfin. Je suis le docteur Victoria Chronos, bien que ce ne soit ni mon nom d'origine ni celui sous lequel l'histoire se souviendra de moi. Nous sommes venus vous proposer un choix. » Holmes resta parfaitement immobile, son attention focalisée sur les silhouettes rassemblées avec cette intensité que j'avais appris à reconnaître comme son humeur la plus dangereuse. « Vraiment, docteur Chronos ? Et quel genre de choix pourrait-il bien être ? » Le choix entre coopération et obsolescence, monsieur Holmes. Votre enquête sur nos activités a fait preuve à la fois d'une ingéniosité remarquable et d'une obstination dangereuse. Nous espérions que votre rencontre avec le docteur Hendrik
découragerait toute nouvelle ingérence, mais nous avons clairement sous-estimé votre attachement au concept désuet de justice et de droit naturel. L'une des autres silhouettes s'avança, un homme dont les yeux pâles semblaient contenir une froide réflexion. Le travail que nous menons représente la prochaine phase de l'évolution humaine, Monsieur Holmes. Nous vous offrons l'opportunité de nous rejoindre pour remodeler la réalité elle-même selon des principes de logique et d'efficacité qui transcendent le caractère aléatoire et chaotique du développement historique naturel. Je sentis les muscles de Holmes se tendre à côté de moi, même si sa voix restait parfaitement calme, et si je déclinais cette offre généreuse. Le docteur Chronos sourit d'un air dénué de toute chaleur. « Alors, vous et votre compagnon serez ajoutés à notre collection de conscience préservée, où vos capacités d'investigation pourront être utilisées à des fins bien plus vastes que les affaires criminelles mineures qui vous préoccupent actuellement. » « Vous parlez de remodeler la réalité, » répondit Holmes, « mais je soupçonne que votre véritable objectif est bien plus prosaïque. Accumuler du pouvoir sur autrui par la manipulation du temps lui-même. Dites-moi, docteur Chronos, quelle tragédie de votre passé vous a poussé à rechercher un tel contrôle sur le cours de l'histoire? Pour la première fois, le visage serein du docteur Chronos laissait entrevoir des signes de tension. Vous ne savez rien de la tragédie, monsieur Holmes. Vous ne savez rien de voir mourir ceux que vous aimez tout en sachant les empêcher, mais sans pouvoir agir en conséquence. Je sais que le désir d'effacer les chagrins du passé a conduit beaucoup de gens à commettre des actes bien pires que les tragédies qu'ils cherchaient à éviter, répondit Holmes. L'ordre naturel du temps existe pour des raisons qui dépassent l'entendement humain. Le perturber risque d'avoir des conséquences qui pourraient détruire non seulement des vies individuelles, mais la structure même de la réalité. Le docteur Hendricks s'avança, ses yeux pâles flamboyant d'une intensité fanatique. L'ordre naturel est le chaos, monsieur Holmes. Guerre, maladie, mort, souffrance. Tels sont les dons de votre précieuse chronologie naturelle. Nous offrons à l'humanité la chance d'atteindre la perfection grâce à une révision minutieuse de l'histoire elle-même. La perfection selon quels critères? Intervins-je, incapable de garder le silence face à une arrogance aussi monstrueuse. Qui vous a désigné comme arbitre de la destinée humaine? Nous nous sommes donnés nous-mêmes, répondit le docteur Chronos avec une simplicité glaçante. Le pouvoir cherche son propre niveau, docteur Watson, et nous avons acquis la maîtrise de la force fondamentale qui gouverne toute existence. Cette maîtrise implique à la fois le droit et la responsabilité de remodeler la réalité selon notre compréhension supérieure. Holmes avait étudié les silhouettes rassemblées avec cette attention perçante qui ne laissait rien passer. 7 membres, chacun possédant des fragments d'un cristal maître brisé il y a des siècles. Dites-moi, docteur Chronos, combien de vies innocentes avez-vous détruites dans votre quête pour réunir ces fragments? L'innocence est un luxe que l'humanité ne peut plus se permettre, répondit-elle. Chaque conscience que nous avons préservée contribue à l'œuvre plus vaste de perfectionnement de l'expérience humaine. Leurs morts individuelles sont insignifiantes comparées à l'objectif ultime, éliminer la souffrance de toute l'histoire humaine. En éliminant du même coup la liberté humaine, observa Holmes, votre chronologie perfectionnée serait peuplée d'êtres dont chaque pensée et chaque action auraient été prédéterminées par vos manipulations. Vous cherchez à transformer l'humanité en un mécanisme d'horlogerie sophistiqué, dont vous seriez les maîtres artisans. Le docteur Chronos leva la main, et je vis que ses doigts portaient des bagues contenant des versions agrandies des cristaux temporels que nous avions observés chez le docteur Hendricks. Assez de débats philosophiques, monsieur Holmes. L'heure du choix est arrivée. Voulez-vous vous joindre à nous de votre plein gré, ou devons-nous ajouter votre conscience à notre collection par des moyens moins agréables? Holmes sourit avec cette précision froide que j'avais appris à reconnaître comme son expression la plus dangereuse. Je choisis une 3e option, docteur Chronos, une option que vous n'aviez probablement pas anticipée. Avant que les personnages rassemblés puissent réagir, Holmes activa un appareil qu'il avait dissimulé sous notre table de chimie, une version agrandie du générateur de résonance temporelle que nous avions utilisé pour piéger le docteur Hendricks à Cambridge.
Le salon s'emplit aussitôt de cette vibration harmonique profonde qui semblait pénétrer jusqu'aux os, et les 7 membres du consortium devinrent nets, leur capacité à exister à travers de multiples flux temporels étant soudainement limitée. « Impossible !» grogna le docteur Chronos, son calme s'effondrant complètement. Aucune technologie du XIXe siècle n'aurait pu générer des champs de résonance d'une telle ampleur. Vous sous-estimez l'ingéniosité que le désespoir peut inspirer, répondit Holmes, reprenant les propos tenus lors de notre précédente rencontre avec le docteur Hendrick, et vous avez commis l'erreur fatale de vous dévoiler d'un coup, au lieu de conserver votre mobilité temporelle. Mais tandis que Holmes parlait, je remarquai que les membres du consortium commençaient à surmonter les effets de son champ de résonance. Leur forme, initialement enfermée dans une existence temporelle normale, commençait à vaciller et à s'estomper tandis qu'ils unissaient leurs forces pour se libérer du piège. « Votre appareil est impressionnant, monsieur Holmes, » dit le docteur Chronos, sa voix devenant lointaine à mesure que sa silhouette devenait de plus en plus translucide. Mais il ne peut contenir indéfiniment la puissance combinée de 7 cristomètres. Nous terminerons notre travail ce soir à l'Observatoire Royal, où le cristalmètre sera reformé et où la maîtrise absolue du temps sera atteinte. Et demain, ajouta le docteur Hendrick, ses yeux pâles étincelant d'un triomphe malveillant, nous entamerons la révision systématique de l'histoire humaine. Chaque guerre évitée, chaque maladie guérie, chaque tragédie réparée, tout cela selon notre plan parfait. Sur ce, les 7 silhouettes disparurent, ne laissant derrière elles que l'odeur âcre de l'ozone et la constatation troublante que notre piège, bien que temporairement réussi, n'avait fait que retarder l'inévitable confrontation. Holmes commença immédiatement à rassembler équipements et armes, précis et économes en mouvement. « Watson, il nous reste peut-être 6 heures avant minuit. Nous devons atteindre l'Observatoire Royal et empêcher la reformation de leur cristalmètre. Sinon demain se lèvera sur un monde où le libre arbitre lui-même aura été éliminé. » Mais Holmes, cet adversaire capable de manipuler le temps lui-même, armé d'une technologie que nous comprenons à peine, comment pouvons-nous espérer réussir face à de telles difficultés? Holmes marqua une pause dans ses préparatifs, ses yeux gris reflétant la lueur des cristaux temporels. En nous rappelant que nous ne luttons pas seulement pour notre propre vie, Watson, mais pour le droit fondamental de l'humanité à connaître joie et tristesse, triomphe et tragédie, sans l'interférence de ceux qui voudraient nous remodeler à leur image de perfection. Alors que nous quittions Baker Street pour ce qui pourrait bien être notre dernière aventure, je réfléchissais à l'extraordinaire nature de notre quête. Nous foncions à travers les rues brumeuses de Londres, vers une confrontation avec des êtres dotés d'un pouvoir quasi divin sur le cours du temps, armés de notre courage, de nos convictions et de la brillante compréhension de Holmes des principes scientifiques qui régissaient leurs capacités. L'Observatoire Royal se dressait devant nous dans l'obscurité, ses tours antiques se découpant sur un ciel qui semblait vibrer d'énergie surnaturelle. Quelque part entre ces murs, la conspiration la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité approchait de son apogée, et nous étions les seuls à nous dresser entre le consortium et son objectif de domination absolue sur la chronologie de l'existence humaine. Le temps lui-même était en jeu, attendant de voir si le courage humain pourrait triompher de la brillance corrompue qui cherchait à enfermer l'éternité elle-même. Chapitre 9. L'heure finale. L'Observatoire royal de Greenwich se dressait tel un monument à la quête éternelle de l'humanité pour comprendre le temps lui-même, ses tours antiques pointant vers des étoiles qui avaient vu l'essor et le déclin d'innombrables civilisations. Alors que Holmes et moi approchions à travers le parc noyé dans le brouillard, je ne pouvais m'empêcher de songer à l'ironie amère que ce bastion de la science puisse bientôt devenir le théâtre de la plus grande perversion de la science. Les perturbations temporelles étaient bien plus prononcées ici que partout où nous les avions rencontrées auparavant. L'air lui-même semblait vibrer d'instabilité chronologique, et j'observais des phénomènes qui défiaient les lois fondamentales de la physique.
des ombres qui tombaient vers le haut, des gouttes de rosée qui s'élevaient de l'herbe pour rejoindre les nuages, et plus inquiétant encore, les faibles échos de voix prononçant des mots qui ne seraient prononcés que des heures plus tard. « Watson !» murmura Holmes tandis que nous nous cachions derrière un bosquet de chênes centenaires. « Observe le bâtiment principal. Vois-tu les lumières qui bougent à l'intérieur ?» Je suivis son regard et vis quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. À travers les hautes fenêtres de l'observatoire, je pouvais voir une illumination qui semblait pulser et couler comme une lumière liquide, se déplaçant à travers des spectres de couleurs, dépassant la perception humaine normale. La lueur s'intensifiait et s'atténuait selon des motifs réguliers, comme synchronisés avec un immense battement de cœur cosmique. « Ils ont entamé le processus de réforme », conclut Holmes d'un ton sombre. « Les 7 fragments de cristal sont réunis dans l'appareil maître qui leur conférera la domination absolue sur le cours du temps. Nous nous sommes approchés du bâtiment avec une extrême prudence, utilisant chaque ombre et chaque élément architectural pour masquer notre présence. Holmes nous avait équipés de versions modifiées de son détecteur de résonance temporelle, des dispositifs qui nous avertiraient si l'un des membres du consortium tentait de se manifester à proximité immédiate par déplacement dimensionnel. L'entrée principale était ouverte, bien qu'aucun garde ne fût visible. Cette absence de sécurité conventionnelle me parut plus inquiétante qu'heureuse. Des adversaires capables de manipuler le temps lui-même n'avaient guère besoin de mesures de protection ordinaires. « Holmes !» murmurai-je en franchissant le seuil, « cela semble trop facile. Ils doivent sûrement savoir que nous tenterions de les arrêter. Je soupçonne qu'ils comptent sur notre arrivée, Watson. Nous sommes devenus essentiels à leurs calculs, les variables finales d'une équation qu'ils croient déjà avoir résolue. » L'intérieur de l'observatoire avait été transformé en un lieu qui ressemblait davantage à un temple qu'à une institution scientifique. Les murs étaient tapissés de chronomètres de toutes les formes imaginables, dont le tic-tac synchronisé créait une pulsation rythmique qui semblait résonner à travers les pierres mêmes du bâtiment. Au centre de la salle principale, entouré d'un appareillage complexe alliant les plus grandes avancées de l'horlogerie à une technologie en avance de plusieurs siècles, se tenaient les 7 membres du consortium. Ils s'étaient disposés en un cercle parfait autour d'un piédestal sur lequel reposait la montre la plus extraordinaire que j'aie jamais vue. L'appareil semblait entièrement composé de composants cristallins, sa structure se mouvant et s'écoulant comme une musique figée rendue visible. Dans ses profondeurs translucides, je pouvais voir les motifs tourbillonnants de ce qui ne pouvait être décrit que comme le temps cristallisé lui-même, des instants, des heures et des années capturés et préservés sous forme matérielle. Le docteur Victoria Chronos se tenait à l'extrémité nord du cercle, ses cheveux argentés semblant rayonner d'une lumière intérieure, tandis qu'elle dirigeait le processus de réforme. « Monsieur Holmes, docteur Watson », lança-t-elle sans se retourner pour saluer notre présence. « Quelle ponctualité de votre part. Nous vous attendions. »« Vraiment ?» répondit Holmes en entrant dans la pièce avec son intrépidité habituelle. « Et je suppose que vous avez également anticipé la méthode par laquelle je compte perturber votre œuvre impie. » »« Naturellement. Vous tenterez d'utiliser votre technologie de résonance temporelle pour interférer avec le processus de formation des cristaux. Vous pensez qu'en déstabilisant nos fréquences harmoniques, vous pouvez empêcher le dispositif maître de parvenir à une intégration complète. » Le docteur Chronos se tourna enfin vers nous, et je fus frappé par la profonde tristesse qui se lisait dans ses yeux pâles. « De telles mesures s'avéreront vaines, monsieur Holmes. Nous avons passé des décennies à perfectionner des protections contre de telles interférences. » Holmes commença à faire le tour de la chambre, son regard perçant scrutant chaque détail de l'appareil complexe. « Peut-être. Mais vous avez commis une erreur cruciale dans vos calculs, docteur Chronos. » « Vraiment? Et qu'est-ce que ça pourrait être? » « Vous avez supposé que mon objectif était d'empêcher la reformation de votre cristal maître, alors qu'en fait, j'ai l'intention d'assurer son achèvement. » Le docteur Chronos et moi fixâmes Holmes avec stupeur. « Holmes,
m'exclamai-je. Vous ne voulez tout de même pas les aider à acquérir un pouvoir absolu sur le temps lui-même. Holmes sourit avec cette précision glaciale qui indiquait que son esprit avait plusieurs coups d'avance sur tous les autres présents. Au contraire, Watson, j'ai l'intention de démontrer pourquoi le pouvoir absolu mène inévitablement à la destruction absolue. Le docteur Hendricks avança, ses yeux pâles et étincelants de suspicion. Que préparez-vous, Holmes ? Je compte vous donner exactement ce que vous désirez, docteur Hendricks. La maîtrise totale du flux du temps, tout cela simultanément, sans les contraintes limitantes de la conscience humaine. Holmes sortit de son manteau le générateur de résonance temporelle modifié que nous avions utilisé lors de nos précédentes rencontres, mais je constatai qu'il avait considérablement modifié sa configuration. Au lieu des fréquences stabilisatrices employées auparavant, l'appareil semblait désormais conçu pour amplifier et accélérer les énergies temporelles. « Voyez-vous » poursuivit Holmes, sa voix résonnant clairement dans la chambre malgré les vibrations harmoniques de plus en plus intenses émanant du cristal en cours de reformation. Votre erreur fondamentale réside dans la croyance que la conscience peut fusionner sans danger avec la conscience temporelle absolue. L'esprit humain, aussi perfectionné ou préservé soit-il, ne peut appréhender l'infinie complexité de l'existence simultanée à travers tous les instants du temps. Le docteur Chronos était devenu pâle en comprenant l'intention de Holmes. Vous voulez surcharger le cristal maître, le forcer à canaliser plus d'énergie temporelle que ce qu'une conscience peut contenir sans danger. Exactement. Lorsque votre appareil aura atteint l'intégration complète, il vous accordera effectivement le pouvoir que vous recherchez, pendant environ 3 secondes de temps subjectif. Après cela, votre conscience sera dispersée à travers chaque instant qui a existé ou existera, expérimentant simultanément toute l'éternité, jusqu'à ce que votre raison vole en éclats sous le poids insurmontable de la conscience infinie. Les autres membres du consortium commençaient à montrer des signes d'inquiétude, mais le docteur Chronos leva la main pour exiger le silence. Même si votre théorie est correcte, monsieur Holmes, vous ne pouvez activer un tel dispositif sans vous détruire, ainsi que le docteur Watson. Les énergies temporelles libérées affecteraient tout le monde dans un rayon considérable. J'y compte, répondit Holmes calmement. Watson et moi avons vécu pleinement au service de la justice et de la protection des innocents. Si notre mort peut vous empêcher d'imposer votre vision de la perfection à l'humanité tout entière, alors c'est un sacrifice que nous consentons de bon gré. Les paroles de Holmes m'ont rempli de fierté, même si l'ampleur de sa proposition m'effrayait. Holmes, s'il existe un autre moyen. Ce n'est pas le cas, Watson. Ce consortium représente une menace existentielle pour la liberté humaine elle-même. Leur technologie doit être détruite, même si nous y périssons. Le cristal maître avait presque atteint son intégration complète, sa structure cristalline vibrant désormais d'énergie qui semblait déformer la trame même de l'espace-temps qui l'entourait. Les membres du consortium avaient décommencé à briller d'une lumière temporelle réfléchie, leur forme devenant de plus en plus translucide, alors qu'ils s'apprêtaient à fusionner leur conscience avec l'appareil achevé. Holmes activa son générateur de résonance modifié, et aussitôt les fréquences harmoniques de la chambre commencèrent à évoluer vers une dangereuse instabilité. La lueur du cristal maître s'intensifia considérablement, et je vis des fissures apparaître dans sa structure cristalline parfaite. « Arrêtez-le !» ordonna le docteur Chronos, mais ses paroles semblèrent s'étirer et se déformer à mesure qu'elles traversaient les champs temporels de plus en plus instables entourant le cristal. Le docteur Hendricks tenta de se précipiter vers Holmes, mais sa silhouette fut prise entre plusieurs flux temporels, le faisant apparaître comme une série d'images superposées, se déplaçant à des vitesses différentes dans le même espace. Les autres membres du consortium subirent un déplacement temporel similaire, les fréquences de résonance déstabilisantes perturbant leur capacité à maintenir une existence cohérente à travers plusieurs périodes temporelles. Le cristal maître commença à émettre un son différent de tout ce que j'avais jamais entendu, une vibration harmonique qui semblait englober toutes les notes jamais jouées ou pouvant l'être,
toutes résonnant simultanément dans une harmonie parfaite et impossible. Les murs mêmes de l'observatoire commencèrent à se fissurer sous la pression de contenir une telle concentration d'énergie temporelle. « Holmes !» criai-je par-dessus le crescendo des harmoniques cristallines. « Le bâtiment s'effondre. »« Laisse tomber, Watson !» répondit-il d'une voix étrangement calme malgré le chaos qui régnait autour de nous. « Nous avons atteint notre objectif. Le cristal-maître est en surcharge, au-delà de tout contrôle. Le docteur Chronos tente une dernière fois désespérément de stabiliser l'appareil, déversant sa propre force vitale dans la matrice cristalline, dans un vain effort pour contenir les énergies temporelles déchaînées. L'espace d'un instant, sa forme brilla d'une lumière éclatante tandis qu'elle ne faisait plus qu'un avec le cristal. Puis, dans un bruit semblable à celui de la réalité se déchirant, le cristal-maître explosa dans une explosion de pure énergie temporelle qui effaça tout dans un rayon de 100 mètres du cours normal du temps. Je me suis réveillé allongé sur l'herbe humide sous le ciel gris de Londres, le visage inquiet de l'inspecteur Lestrade planant au-dessus de moi. Ma tête me lançait d'une douleur atroce, et mes souvenirs des événements récents semblaient fragmentés et incertains. « Docteur Watson, heureusement que vous êtes en vie, monsieur. Nous vous avons retrouvé, vous et monsieur Holmes, inconscients dans les ruines de l'ancien observatoire. Le bâtiment central a été entièrement détruit. On dirait une explosion, mais nos enquêteurs ne parviennent pas à déterminer ce qui a pu causer une telle destruction. Holmes, j'ai eu du mal à m'asseoir malgré les vertiges qui menaçaient de m'envahir. Où est Holmes ? Juste ici, Watson, dit une voix familière venue tout près. Je me retournai et vis mon ami assis contre le tronc d'un chêne, les vêtements déchirés et en désordre, mais son regard gris toujours aussi perçant. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir été piétiné par un troupeau d'éléphants particulièrement énergiques. « Monsieur Holmes, poursuivit Lestrade, nous n'avons trouvé aucune trace des individus que vous décrivez dans votre télégramme. Ni corps, ni effet personnel. Rien n'indique que quelqu'un d'autre était présent lors de l'explosion. » Holmes se releva avec un effort visible. « Je soupçonne, inspecteur, que vous ne trouverez aucune trace d'eux à Londres, ni même ailleurs dans le monde. Les énergies temporelles libérées par la destruction du cristal les ont effacées de la chronologie elle-même, comme s'ils n'avaient jamais existé. » « Mais c'est sûrement impossible, monsieur. »« Il y a 3 jours, inspecteur, j'aurais été entièrement d'accord avec vous. Mais nous avons appris que les limites du possible sont bien plus flexibles que nous l'imaginions. Alors que nous regagnions Londres à travers les rues embrumées, je me surprenais à consulter constamment ma montre de poche, rassuré par son tic-tac régulier et fiable. Ce rythme familier semblait confirmer que le temps avait repris son cours normal, même si je soupçonnais que nos expériences avec le consortium laisseraient des traces indélébiles sur notre compréhension de la réalité. « Holmes, dis-je tandis que notre fiacre nous transportait à travers la ville en éveil, croyez-vous vraiment que nous avons vu la dernière de ces conspirations temporelles ?» Holmes resta silencieux un long moment, ses traits anguleux illuminés par la pâle lumière matinale filtrant à travers le brouillard. « Je crois, Watson, que nous avons assisté à la défaite d'un groupe particulier d'individus qui cherchaient à abuser des forces fondamentales qui régissent l'existence elle-même. Reste à savoir si leur savoir a disparu avec eux, ou si d'autres découvriront un jour des technologies similaires. » Il tira pensivement sur sa pipe avant de poursuivre. « Mais je crois aussi que nous avons démontré quelque chose d'une importance capitale. Le courage et l'ingéniosité humains, guidés par des principes moraux, peuvent triompher même des applications les plus sophistiquées d'une science corrompue. Cette connaissance, au moins, me donne espoir pour l'avenir de l'humanité. » En retrouvant le confort familier de Baker Street, je repensais à l'extraordinaire aventure que nous venions de vivre. Nous avions affronté des adversaires dotés d'un pouvoir quasi divin sur le temps lui-même, et grâce à la brillante compréhension de Holmes de la science et de la nature humaine, nous en étions sortis victorieux. Le prix à payer avait été lourd. Un bâtiment entier avait disparu, ainsi que 7 individus dont le génie pervers aurait pu faire progresser la connaissance humaine de plusieurs siècles, s'il avait été guidé par la sagesse plutôt que par l'ambition. Mais plus important encore,
Nous avions préservé le droit fondamental de l'humanité à vivre le temps tel qu'il était censé l'être, s'écoulant sans interruption, nous entraînant vers un avenir incertain mais non manipulé. Dans un monde où la science remettait de plus en plus en question les limites du droit naturel, de telles victoires pour l'ordre naturel semblaient à la fois précieuses et nécessaires. L'horloge qui avait tic-tac en arrière s'était tue à jamais, son rythme anormal remplacé par la progression régulière et fiable du temps, voulu par la Providence. Et dans ce retour à la normalité temporelle, j'ai trouvé une paix qui me soutiendrait dans toutes les aventures que l'avenir me réserverait. La fin. Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons, car c'est la plus irrévocable. Benjamin Franklin. Note de l'auteur. Ceci conclut Sherlock Holmes et l'horloge qui faisait tic-tac à l'envers. Un roman policier en 9 chapitres totalisant environ 14 000 mots. L'histoire s'efforce de restituer la précision intellectuelle, le détail atmosphérique et la clarté morale qui caractérisaient les aventures originales de Holmes par Sir Arthur Conan Doyle, tout en explorant les thèmes de l'éthique scientifique, de la manipulation temporelle et de la nature fondamentale de la liberté humaine.